Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik s'est vu confier par le ministre de l'Éducation la direction des assises pour la petite enfance. Il est par ailleurs l'auteur de Psychothérapie de Dieu, sorti dernièrement à l'automne chez Odile Jacob, une analyse du sacré et des liens entre l'attachement religieux individuel et collectif. Bonjour à vous, Boris Cyrulnik. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous mobilise aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous engage? On a vu ces dernières 24 heures des images tournées à la frontière mexicaine, des enfants, des mineurs séparés de leurs parents, migrants illégaux, une politique de tolérance zéro qui viole la plus élémentaire des lois, selon vous? L'immigration a toujours existé, puisque tous ceux qui ne sont pas nés en Afrique de l'Est sont des enfants d'immigrants. Donc ça a toujours existé, simplement actuellement ça a une amplification énorme, et ça n'est qu'un début, puisqu'il va y avoir bientôt la sécheresse qui va augmenter encore le phénomène. Alors, l'attitude, elle est difficile parce que jusqu'à maintenant, les nouveaux arrivants ont toujours été mal accueillis, sauf quand ils sont riches. Et ces nouveaux arrivants arrivent dans une culture en difficulté. Donc, il va y avoir d'énormes problèmes d'intégration ou de politique. Or, il se trouve que les jeunes actuellement ont déjà beaucoup changé. Ils ont changé physiquement, ils ont changé moralement, et ils n'ont plus du tout la même conception que leurs parents ou que leurs grands-parents. Et ils demandent un retour à l'autorité, ce qui est une surprise pour les gens de ma génération qui avaient milité pour la diminution de l'autorité. Donc on voit apparaître des politiques différentes qui vont essayer de s'adapter à un phénomène. Et on voit que Trump, pour ne pas le nommer, met en cage les enfants, c'est-à-dire les sépare de leurs parents, ce qui est le plus sûr moyen d'en faire des enfants malheureux et peut-être délinquants. Alors que quand les enfants immigrent avec leurs parents, il y a le stress de l'immigration, et puis un grand nombre d'entre eux finissent par s'adapter et s'intégrer. Quand on les sépare des parents, c'est une certitude. Ils vont devenir anxieux, agressifs, et un grand nombre d'entre eux délinquants. Donc c'est pas une bonne affaire pour Trump. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce on applique ce type de mesures de séparation, voire de rétorsion aussi au sein des familles aujourd'hui? C'est la réaction archaïque. Quand quelqu'un arrive, il est nouveau, on ne le connaît pas, donc on a peur, donc on se protège, on l'enferme. Chaque fois qu'il y a un phénomène nouveau, c'est pareil. Et quand le sida est apparu dans les années 80, il y a eu des gens qui ont dit il faut faire des sidatoriums et enfermer les malades du sida, enfermer des malades. Heureusement, ça n'a pas été fait, mais la réaction archaïque, c'est ça. On a peur de l'autre, donc on l'enferme. Est-ce qu'aujourd'hui, pour comprendre ce temps qu'est l'enfance, celui des autres comme le nôtre, est-ce que vous vous inspirez de votre histoire? Vous avez raconté dans un dialogue avec Tsvetan Todorov comment vous avez grandi, les chemins et les étapes essentielles de votre vie, avec ce titre si bien pensé, La tentation du bien est beaucoup plus dangereuse que celle du mal. La tentation du bien. Est-ce que c'est à ça aussi qu'on a affaire aujourd'hui pour vous, Boris Cyrulnik? Tous les crimes contre l'humanité ont été commis au nom de l'humanité. C'est-à-dire que l'autre étant une souillure, il est moral de l'exterminer. Alors, qui est l'autre? C'est celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas les mêmes croyances. Donc il est moral de l'exterminer pour préserver mon groupe. Tous les crimes contre l'humanité ont utilisé ce genre d'argument. Les nazis, c'était pour apporter 1000 ans de bonheur à la société qu'il fallait éliminer les juifs et les tziganes, et ça a été bien commencé, et il fallait asservir les noirs, les nègres, comme ils disaient, étaient considérés comme des êtres humains, mais inférieurs, donc on pouvait en faire l'élevage. Mais les juifs et les tziganes, il fallait éliminer ces insectes, ces souillures, pour épurer la société. Donc ça aussi, c'est un phénomène archaïque que beaucoup de sociétés ont réalisé. Et j'aimais beaucoup Tsvetan Todorov, on s'entendait extrêmement bien, j'avais beaucoup d'estime, d'affection et d'admiration pour lui, parce qu'il avait connu un régime totalitaire communiste, et moi j'avais subi pendant la Seconde Guerre mondiale un régime totalitaire nazi, et il se trouve qu'on avait presque la même expérience, et on s'entendait on avait des idées qui surprennent, comme par exemple la tentation du bien est dangereuse, parce que c'est au nom du bien qu'ont été commis tous ces crimes. C'est au nom du bien
que Trump met des barrières et encage les enfants. C'est au nom du bien qu'il commet ces crimes. Voilà. Dans vos travaux, Boris Cyrulnik, repris dans Sous le signe du lien et à partir de la pratique du psychiatre britannique John Bowlby, spécialiste de la relation mère-enfant, inventeur de la théorie de l'attachement, et on parle en ce moment de séparation, vous mettez l'accent sur l'affectivité aussi des enfants. Est-ce que vous arrivez à nous expliquer, nous traduire simplement ce qui se joue dans ce lien mère-enfant, mère-fille, mère-fils, dès les premiers jours de la vie? Ou même avant, les premiers jours dans l'utérus. C'est-à-dire que déjà, il y a une communication mère-enfant. Les basses fréquences de la voix maternelle passent très bien le corps de la mère et le liquide amniotique, mais c'est des vibrations et viennent caresser la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. C'est bien que quand elle parle, quand la mère parle, elle caresse son bébé. Et c'est une information sensorielle pour lui. Et cette information sensorielle est une stimulation cérébrale. Et on découvre maintenant, grâce à la neurobiologie et grâce à la neuroimagerie, qu'une privation sensorielle altère fortement le cerveau et que beaucoup d'enfants arrivent au monde avec des troubles cognitifs, non pas par déficit génétique, ils sont parfaitement sains, mais par déficit relationnel, par carence affective. Alors ça, on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, même peut-être avant, mais maintenant on le mesure, on le photographie, on le dose, et on explique comment la résilience neuronale, c'est-à-dire la reprise d'un développement des neurones, est facile à déclencher si on s'en rend compte et si on dispose autour du bébé un substitut affectif si la mère est morte, si elle est malheureuse, s'il y a la guerre, s'il y a la précarité sociale, elle n'est pas disponible pour son enfant, il faut le trouver une aide ou un substitut. Et à ce moment-là, l'enfant reprend un bon développement. Et donc, c'est des démarches à la fois scientifiques et politiques, scientifiques, neurologiques. On photographie ce que je viens de vous proposer, on le dose et on observe que quand on modifie l'environnement du bébé en aidant la mère, le couple, ou c'est facile à dire, en supprimant les guerres et en supprimant la précarité sociale, les enfants, neurologiquement, se développent mieux. Ce qui fait que c'est les premiers qui apprennent à parler, ce qui fait que quand ils arrivent à l'école, ils fournissent la population des futurs bons élèves. Donc être mauvais élève, c'est pas du tout une mauvaise qualité biologique, comme le disaient les nazis, ou comme on l'entend encore aujourd'hui. Il a un mauvais cerveau, ça rentre pas, c'est pas ça du tout. L'intelligence, c'est plus un phénomène relationnel qu'une qualité cérébrale, sauf que le cerveau est la conséquence de la relation. Une question de Camille Magnard. Bon, quelle est la place du père dans tout ça? Vous avez parlé de la mère, vous parlez du couple une fois, et le père alors? Comment est-ce que l'absence de père, vous parliez des guerres, et c'est aussi une des conséquences des conflits, c'est que souvent les hommes ne sont plus là, conséquence directe sur justement le développement de l'enfant? Alors, le père a un statut à part, puisque j'ai remarqué que, vous avez sûrement remarqué vous aussi, que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Ça, c'est bien vrai. Eh bien, ça change beaucoup de choses, c'est que c'est elle qui marque les empreintes dans le bébé qu'elle porte. C'est donc elle qui marque les premières empreintes, qui sculptent le cerveau du bébé quand elles sont bien. Le père intervient après, comme le disait Lacan, le père a un pouvoir séparateur. Et ça, c'est physiologique. Parce que s'il n'y a pas un pouvoir séparateur, le bébé est prisonnier de l'affection de sa mère. Donc le bébé a besoin d'apprendre à aimer sa mère, bien sûr, et quelqu'un d'autre. Alors la définition de quelqu'un d'autre, c'est le père. Mais qui est le père? Alors ça dépend des cultures, puisque dans notre propre culture, le mot père a désigné des statuts sociaux très différents pour les hommes. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de peuples africains qui considèrent que le père, c'est pas l'amant, c'est pas celui qui a fait le coup, si vous permettez cette délicate... Pas le père biologique. C'est pas le père, voilà, on va dire comme ça. C'est pas le père biologique. Le père, c'est celui qui s'attache à l'enfant, qui s'en soucie et qui l'éduque. Donc ça, c'est le père. Donc le père, c'est souvent le frère de la mère. Celui que nous, on appellerait oncle. Eh bien, dans ces cultures-là, il est appelé père, ce qui donne des contresens culturels. Et dans notre propre culture, le statut du père a énormément changé. À l'époque, on était chasseurs-cueilleurs. Je pense que peut-être on ne savait même pas qui était le père biologique. Peut-être que c'était le groupe. Et l'enfant, d'ailleurs, appartenait au groupe. Et le groupe entier s'en occupait, ce qui a continué jusqu'au Moyen-Âge. Mais là, la société a commencé à se cliver.
Les aristocrates, l'aristocratie est apparue, s'est développée surtout à partir de l'an 1000, et à ce moment-là, le père, c'était Monseigneur, qui a donné Monsieur, Monsieur. Et le père ne s'occupait que des garçons, et les mères pour les préparer à la guerre, et les mères ne s'occupaient que des filles pour les préparer à la maison. Donc ce clivage social, des rôles sociaux sexuels est apparu en même temps que l'aristocratie. Et puis on peut continuer. Quel est le statut du père aujourd'hui? Ah oui, je pense que c'est ça la question de Camille Magnard, qui est un jeune père, vous l'aurez compris, et Non, qui non, cherche sa non. place peut-être dans la cellule Ça n'a rien à familiale. voir. Alors, le père, dans notre culture, c'est aussi comme chez les Africains, comme chez les Zoulous. Le père, c'est celui qui a une fonction paternelle. C'est pas forcément celui qui a fait le coup, c'est celui qui s'attache à l'enfant. Si c'est celui qui a été l'amant, c'est parfait. Il y a une continuité. Mais c'est pas forcément l'amant. Dans notre culture, il vaut mieux. Mais chez les Zoulous ou dans beaucoup de cultures africaines, c'est pas la peine. Vous avez parlé cerveau à l'instant, Boris Cyrulnik, et connaissance que nous en avons aujourd'hui. Vous n'êtes pas de ceux que l'arrivée de plus en plus massive et à retardement aussi ici en France par rapport à d'autres continents et d'autres pays comme les États-Unis, que cette arrivée des neurosciences inquiète. Vous pensez qu'on peut encore découvrir des choses à travers à la fois l'imagerie, les neurosciences aujourd'hui, qu'elles peuvent nous aider à compléter la somme de savoir que nous possédons déjà? Chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, elle enthousiasme les uns et elle inquiète les autres. Quand on a découvert les chromosomes, il y a eu un enthousiasme et une haine des chromosomes. Quand on a découvert les gènes, il y a des gens qui ont trouvé que c'était tellement merveilleux qu'ils ont tout expliqué par les gènes, même de manière absurde, et d'autres au contraire qui se sont mis à haïr les généticiens en leur disant on déteste la génétique qui parle de programme génétique, sauf que la génétique ne parle jamais de programme génétique, puisque l'épigenèse, c'est-à-dire comment une bandelette génétique est sculptée, façonnée par son milieu, une même bandelette génétique peut avoir 1000 expressions différentes selon le milieu. Et cette inquiétude qui existe, vous avez raison, elle est due au dualisme cartésien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal, nous occidentaux, on a encore beaucoup de mal à raisonner. Le corps et l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que le milieu sculpte le cerveau, qui, une fois sculpté, ne voit plus le même monde. Alors, tant qu'on est cartésien, la phrase que je viens de vous proposer n'a aucun sens. Et en même temps, vous dites que ce que les neurosciences nous ont appris aujourd'hui, c'est pas non plus des découvertes fondamentales. Ça vous a plutôt conforté, rassuré dans des intuitions que vous pouviez avoir jusqu'ici. Alors les deux, c'était pas des intuitions, c'était des connaissances cliniques. Les cliniciens décrivent depuis, quand j'ai fait mes études à Paris, on apprenait qu'une altération cérébrale modifiait la perception du monde. Quand on a un accident vasculaire ou une tumeur, on ne voit pas le même monde que celui qui n'a pas de tumeur. On ne réagit pas, on n'a pas les mêmes émotions. On le savait cliniquement, mais on sait maintenant que notre cerveau est sculpté par notre relation et par notre existence. Donc ça a perfectionné ce qu'on savait déjà en clinique. Et les fondamentalistes, les scientifiques, la neuroimagerie, confirment et posent d'autres problèmes bien parfois très surprenant et en tout cas très stimulant. Mais bien sûr, comme vous l'avez pas dit, mais je vous ai entendu penser, on va aller trop loin, comme chaque fois qu'on fait une découverte, on va trop loin et on va dire les neurosciences vont tout expliquer. Eh ben non, les neurosciences sont passionnantes, elles vont poser une foule de problèmes, elles vont expliquer pas mal de problèmes et elles ne pourront jamais tout expliquer. L'inquiétude n'est pas qu'elles expliquent tout, mais qu'elles décident de tout aussi. Alors, il y a des choses dont elles doivent décider. Par exemple, maintenant qu'on sait qu'un enfant préverbal, c'est-à-dire avant le 20e mois, un enfant ou un adulte isolé, son cerveau s'atrophie parce qu'il est plus stimulé. Donc là, c'est photographié, c'est démontré. Il y a 1000 publications, même à l'époque du scanner. Même quand j'étais interne, on voyait des encéphalographies gazeuses, on voyait les atrophies cérébrales, mais on ne savait pas les expliquer. On ne savait pas pourquoi. Maintenant, on sait pourquoi, grâce à la neuroimagerie. Conclusion éducative, conclusion politique, un enfant ne doit jamais, un bébé ne doit jamais être isolé. Donc ça, c'est une décision éducative
Donc c'est aux politiciens de décider l'organisation qui permettra à un bébé de ne jamais être isolé. Alors, est-ce qu'elles étaient scientifiques ou politiques, ces assises que vous avez organisées et coordonnées? Il y avait des neuros, un peu moins de sociologues qui s'en sont attristés. On rendait hommage à la sociologie et à la manière de la repenser hier autour de cette grande table avec Alain Caillet et Patrice Maniglier. Est-ce que ces assises, pour vous, avaient d'abord une fonction politique ou est-ce que c'était un état des lieux des connaissances? Alors la fonction d'une assise, c'est de poser les questions en fonction du savoir qu'on a recueilli, savoir des praticiens. On a interrogé beaucoup d'ATSEM, c'est-à-dire ces femmes jusqu'à maintenant pas diplômées ou peu diplômées qui accueillent les enfants, qui donc ont une fonction sécurisante majeure. On a interrogé les professeurs des écoles qui ont un très bon niveau universitaire, mais qui n'ont pas toujours les connaissances adaptées à un bébé. On a interrogé énormément de gens politiques. On a interrogé les sociologues aussi. Seulement, les sociologues savent à peine où est le cerveau. C'est-à-dire que... Le cerveau est notre cerveau social, en tout cas. non. Donc, on a interrogé énormément de gens et on a posé des questions au gouvernement. Maintenant, c'est lui qui va décider s'il va tenir compte de nos remarques. Alors, il y avait des psychanalystes, il y avait des sociologues, il y avait beaucoup, effectivement, de neurobiologistes, mais je pense que les théories de l'attachement intègrent des données hétérogènes, neurologiques, biologiques, affectives, psychologiques et sociales. Mais les sociologues, je travaille beaucoup avec des sociologues que j'estime, que j'admire et que je lis beaucoup, et je suis étonné par leur ignorance stupéfiante du cerveau. Ils savent, je vais à peine exagérer, ils savent à peine où est le cerveau. En tout cas, ils savent sûrement pas comment ça fonctionne. C'est notre faute. On a un langage trop technique, trop artisan, trop boutiquier. On ne partage pas le savoir, donc ils sont ignorants parce qu'on s'explique mal. Mais maintenant, grâce aux théories de l'attachement, on s'explique de mieux en mieux. Vous avez notamment, lors de ces assises, constaté que la maturité, et notamment celle des filles, surtout celle des filles, s'est accélérée avec les années. S'est accélérée, pardon, j'ai oublié la liaison. Est-ce qu'il faut réformer ce temps très particulier qu'est la maternelle, ce premier pas à l'école, et l'adapter à la physionomie, au cerveau aussi de nos enfants aujourd'hui? Alors, les enfants qui viennent de naître ou qui arrivent au monde aujourd'hui, ce sont des petits mammifères, donc il faut répondre à votre question en termes biologiques, et ils vont parler, et ils comprennent nos mots bien avant d'avoir eux-mêmes accès à la maîtrise de la parole, donc ce sont des êtres parlants, donc le déterminisme est dans la parole et non plus dans la biologie. Il faut tenir compte des deux. Donc en tant que mammifère, on sait qu'il y a des variations cycliques étonnantes qui dépendent de l'écologie. On sait, on a les archives, on a les fossiles, et on voit qu'il y a des moments où tous les mammifères de la Terre grandissent, puis des moments, au contraire, où tous les mammifères diminuent de taille et de poids. Actuellement, tous les mammifères, même les animaux sauvages, sont en train de grandir, probablement parce que notre écologie a changé. Pour ce qui est des petits humains, et particulièrement des filles, on a tellement modifié l'écologie, notamment avec des leurres endocriniens féminins, qu'on trouve dans les biberons et qu'on trouve dans l'alimentation, qu'on voit un nombre croissant, très rapidement croissant, de petites filles qui sont réglées à 8 ans, entre 8 et 10 ans. Elles sont matures physiquement, mais psychologiquement, elles ont 8 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une petite fille qui tout d'un coup découvre ça, commence à avoir des désirs sexuels sans comprendre ce qui se passe? Donc il y a un énorme problème physique dû à l'environnement et dû à l'industrie. Donc là, c'est des décisions politiques qui ont un effet sur le cerveau des filles plus que des garçons. Alors, on n'est pas sûr, mais on pense aussi que ces bisphénols qui accélèrent la maturité des petites filles retardent peut-être la maturité des garçons. C'est ce qui fait que quand on met ces enfants d'une même classe d'âge dans une même école, les filles ont au moins... Creuse. Ouais. L'écart, le décalage se creuse. Mais oui, ouais. Les filles ont au moins 2 ans d'avance. À l'âge de 12 ans, quand les enfants rentrent au lycée, les filles ont au moins 2 ans d'avance. Quand elles passent le bac, les filles ont terminé leur fatigue de croissance. Ce sont des jeunes femmes, elles ont 16 à 18 ans, ce sont des jeunes femmes. Elles sont équilibrées neuropsychologiquement, elles sont plus régulières que les garçons. Elles ont un bénéfice aussi, c'est qu'elles sont plus anxieuses que les garçons.
Je ne sais pas pourquoi. Donc, étant plus anxieuses, elles attachent plus d'importance à l'école, elles travaillent mieux, et les résultats scolaires sont là sur la planète entière. Donc, ça veut dire que là, il y a un problème anthropologique qui est en train de se poser sur le retard des garçons au point de vue scolaire, puisque maintenant, c'est plus la force physique qui sélectionne, c'est plus le courage. Des mineurs qui travaillaient 15 heures par jour, 6 jours par semaine. J'ai connu des ouvriers quand j'étais au centre médico-social de la Seine-sur-Mer où il y avait les chantiers navals. J'ai connu des ouvriers qui travaillaient 10 heures par jour. Je les ai vus rentrer du travail, hébétés de fatigue. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, il n'y a plus de séparation des métiers. Il n'y a plus de raison de séparer les métiers selon les sexes. Les filles peuvent faire tous les métiers masculins largement aussi bien et parfois mieux puisqu'elles sont en avance. Donc ça veut dire que maintenant il y a toute une pensée de l'anthropologie à reformuler. Alors la maternelle, c'est quand même ce temps de scolarité pour les tout-petits à partir de 3 ans. Et c'est parfois, pour certains enfants, cette première séparation mère, père, enfant, pour ceux qui n'ont pas été en crèche, qui n'ont pas été, qui n'ont pas grandi avec leurs grands-parents ou avec une nounou, comme on dit. Comment est-ce qu'il faut réformer ce moment-là? Est-ce qu'il faut intégrer ces évolutions que vous venez d'évoquer à ce premier temps déjà? Est-ce que ça se joue déjà là? Alors ça se joue énormément là, vers la 2e, 3e année. C'est-à-dire que dans une toute population, quelle que soit la culture, à 10 mois, 2 enfants sur 3 ont acquis ce qu'on appelle, on a gardé l'anglicisme de John Bowlby que vous avez cité tout à l'heure, ils ont acquis un attachement sécure, c'est-à-dire qu'ils ont une petite estime de soi, une petite confiance, qu'ils n'ont pas peur des adultes, ils n'ont pas peur du nouveau, ils ont un petit stress et puis ils vont s'orienter vers l'adulte, ils vont lui faire un babil, une offrande alimentaire, et hop, ils vont établir une interaction. Ces enfants-là seront les premiers à parler. Et quand ils entreront à l'école à 2 ou 3 ans, ils vont fournir la population des futurs bons élèves parce qu'ils ont acquis le plaisir de découvrir le monde des choses, le monde des gens et donc le monde de l'école. Ce n'est pas le cas d'un enfant sur 3 qui, pour des raisons variées, mort de la mère, maladie, violence conjugale, précarité sociale, ce sont les 2 ralentisseurs de développement les plus marqués. La violence conjugale, et même un bébé qui voit ses parents crier ou se disputer, même si le bébé n'est pas touché, pour lui c'est une émotion tellement forte que ça sidère son cerveau. Donc c'est une agression physique, même s'il n'est pas touché. Or, ces enfants-là, à l'école à 2 ans ou 3 ans, une partie d'entre eux vont être sauvés par l'école à 2 ans, parce qu'ils seront mieux à l'école que chez eux où ils sont malheureux, parce qu'il y a des conflits. Mais parmi cette population d'attachement insécure, quelques enfants vont éprouver le premier jour d'école comme un petit traumatisme. Énurésie, encoprésie, trouble du sommeil, refus alimentaire, haine de l'école, et ils vont fournir la population des futurs mauvais élèves. Donc là, il y a des décisions éducatives, ou bien on fait, et politiques, ou bien on fait comme en Allemagne, ils ont fait des réformes, et ils l'ont fait pendant très longtemps, on culpabilise les mères. Quoi, vous travaillez alors que vous avez un enfant, vous n'avez pas honte, s'il se développe mal, ce sera votre faute. Et le résultat, c'est que les mères ont été emprisonnées avec les enfants et ont perdu le plaisir d'être mères et n'ont pas été respectées en tant que personnes. Alors que si on fait l'école... Moi, j'étais opposé à l'école à 2 ans parce que les enfants, à 2 ans, souvent ne sont pas propres et ne parlent pas. À 3 ans, ils sont souvent propres et ils parlent. Et on constate qu'à ce moment-là, ils acquièrent tous les bénéfices de l'école, ou bien ils sont sécures et ils vont s'amuser à l'école, ou bien ils sont insécures et ils vont être sécurisés par l'école. Une question, Camille Magnard? Cette théorie de l'attachement sécure, elle n'est pas récente. Vous avez parlé de John Bowlby, ça fait un moment qu'elle anime les débats dans les professions liées à la petite enfance. En même temps, vous parlez encore d'un tiers d'enfants qui ne sont pas entièrement développés sur cet aspect-là. Quels moyens politiques est-ce qu'on a déjà pu mettre en œuvre pour essayer d'avancer, pour essayer d'avoir des résultats sur ce point-là précisément, et qu'est-ce qui reste à faire? Les pays d'Europe du Nord répondent à votre question, c'est-à-dire qu'ils ont fait des réformes adaptées aux théories de l'attachement. C'est-à-dire que la fonction de l'école maternelle, elle est un peu d'instruire, elle est beaucoup de sécuriser et de donner confiance à l'enfant. Les pays d'Europe du Nord ralentissent le développement des enfants, mais en échange leur donnent confiance en soi et les apprennent à jouer et à parler. Et j'ai vu dans ces écoles-là, il n'y a pas un cri, il n'y a que des sourires.
tout le monde joue à l'école. Et à 15 ans, aux évaluations de l'UNESCO, les évaluations PISA, les Finlandais ou les pays d'Europe du Nord sont médaille d'or. Mais cette logique-là, elle n'est pas à l'œuvre, vraiment, elle ne domine pas l'idée même de l'école maternelle en France. Elle entre actuellement, mais je pense que elle entre laborieusement, parce que vous avez dit, ça fait longtemps qu'on le connaît, c'est vrai. Les premiers, ça a été Spitz et Anna Freud en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été les premiers à soulever des problèmes et à montrer à quel point les expérimentations scientifiques de l'éthologie animale pouvaient expliquer les troubles du développement de nos enfants. Ce que je viens de dire a été combattu au nom du dualisme cartésien, mais nous ne sommes pas des animaux, nous parlons. Eh bien oui, on est des animaux qui parlent. C'est-à-dire qu'il y a une partie biologique en nous, et le fait de parler ajoute un déterminant culturel, relationnel, affectif, etc. Les pays d'Europe du Nord ont fait ces réformes, et maintenant on évalue. La Norvège a fait une évaluation des résultats qui sont excellents. 1% d'illettrés dans les pays d'Europe du Nord. 40% de suicides à l'adolescence en moins, à 10 ans après les réformes. Diminution des psychopathies énorme. Ça a été évalué, ça a même été chiffré. Il y a même un travail norvégien qui est un peu cynique, qui conclut, qui chiffre ce que coûte le fait de s'occuper de la petite enfance à la maternelle, et les bénéfices, l'argent qu'on dépense pas, parce qu'un illettré est malheureux, il coûte cher toute sa vie, et il est malheureux. Et la conclusion de ce travail, c'est une bonne affaire de s'occuper des enfants à la maternelle. Boris Cyrulnik est notre invité jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est 13h23 sur France Culture. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Décalons-nous un tout petit peu vers le temps de l'adolescence, si vous le voulez bien, Boris Cyrulnik. Le trouble du jeu vidéo. L'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu ce lundi l'addiction aux jeux vidéo comme maladie. Vous avez toujours été modéré, on va dire, sur cette question. C'est-à-dire que vous ne condamnez pas de facto les jeux vidéo, mais vous pensez qu'il faut aujourd'hui nous apprendre ou pratiquer une sorte d'apprentissage à l'image et à la pratique de ces jeux vidéo, qu'elles soient aujourd'hui reconnues comme une maladie, une pathologie presque, ça vous étonne? Alors, on ne peut pas les supprimer, ils font partie de notre culture, et on vit dans une culture de l'image, ce qui modifie la pensée et ce qui modifie notre cerveau aussi, parce que quand on regarde des images, c'est pas la même zone cérébrale qui est stimulée que quand on parle. Quand on parle, c'est le lobe temporal gauche qui consomme de l'énergie. Quand on regarde une image, c'est les lobes occipitaux qui consomment de l'énergie. Donc le fait de regarder des images sculpte un cerveau différent, et une fois que le cerveau est sculpté, il perçoit un monde différent. Là où il faut des décisions radicales, pas d'écran du tout avant 3 ans. Ni télé, surtout pas de smartphone, parce qu'on voit que les enfants sont hypnotisés par un smartphone, et ils sont addicts en quelques jours. Ils deviennent addicts au smartphone qui les hypnotise, qui altère le développement cérébral. Un smartphone ou un écran n'établit pas d'interaction. Mon ordinateur ne m'a jamais souri. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas les interactions. Donc il va être soumis à ses pulsions, le plaisir ou la violence agressive. Pas de modulation. Donc interdire, donc pas d'écran du tout avant 3 ans. Peut-être écran entre 3 et 6 ans, progressivement écran, pas d'internet. Et après 9 ans, internet, à condition qu'on en parle. Internet, tu joues, dis-moi ce que tu as vu, je vais t'expliquer, ça t'intéresse. On ajoute les interactions, par exemple là quand je parle, vous souriez, vous hochez la tête, donc sans dire un mot, vous avez participé à mon discours. Un écran m'a jamais fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, même si vous ne dites pas un mot. Or, un bébé, un enfant, a besoin de sentir l'autre. Il a besoin d'apprendre à décoder ses gestes, ses mimiques pour se synchroniser avec l'autre. S'il y a trop d'écran, c'est vite acquis, 3 heures par jour. S'il y a trop d'écran, il n'apprend pas les interactions. Il a un trouble de l'empathie, donc il est soumis à ses pulsions, comme on le voit aujourd'hui chez beaucoup d'adolescents, garçons et filles, qui ne contrôlent pas leurs émotions et qui passent à l'acte
ou bien contre eux-mêmes, ou bien contre les autres. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce qu'il faut se questionner sur la place que les écrans ont pris aujourd'hui dans nos sociétés? Est-ce qu'on peut se demander si tous ces écrans, ce numérique, ces datas, ces données qui nous occupent en permanence ne sont pas devenus une nouvelle forme de spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas un dieu numérique qui est en train aujourd'hui de s'implanter, de prendre la place de celui qui aurait disparu? Alors c'est ce qui se dit dans Homo Deus, qui est un succès mondial, interplanétaire, un livre qui a un succès. De Yuval Harari, qu'on avait reçu voilà, aussi autour de cette oui. grande table. Voilà. Alors c'est un livre agréable à lire. J'ai tout lu, alors que c'est un gros pavé. Hein. J'ai toujours été amusé, c'était bien, et là je suis pas d'accord. C'est-à-dire que Benoît de Groult, avec qui j'avais des relations amicales et affectives, Benoît de Groult est morte à 94 ou 95 ans. Et elle dit, l'autre jour, une amie m'a dit « Oh, tu as de belles dents ». Et elle dit, c'est une double vacherie. C'est une manière de dire, avant tes dents n'étaient pas belles et maintenant tu as un dentier. Un ordinateur, s'il entend tu as de belles dents, intelligence artificielle, il va traiter ça comme une donnée digitale et non pas analogique. Tu as des belles dents, voilà. Il va traiter l'information réelle. Le halo sémantique des mots exige l'interaction. L'ordinateur, l'intelligence artificielle ne le fournit pas. La nécessité, si on veut préserver le bénéfice des écrans, Internet, les écrans, c'est magique. Internet, c'est un outil magique. Si on veut garder le bénéfice de cet outil magique, il faut absolument développer la culture de l'interaction. Le théâtre, la musique, la rencontre, la dispute. La fonction la plus importante du théâtre, à l'origine chez les Grecs, le théâtre, c'était une fonction démocratique. On devait assister au théâtre, les comédiens jouaient sur la scène les problèmes de la cité, et ensuite on devait en débattre. C'était démocratique. Alors je pense que maintenant, la troisième mi-temps après une pièce de théâtre, c'est le restaurant. Quand on va au restaurant, bien sûr, on n'est jamais d'accord, mais c'est important de ne pas être d'accord. Ça nous permet de discuter, d'élaborer, de rencontrer des gens qui ne sont pas d'accord.